Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 10 habitudes que j'ai éliminées pour épurer ma vie. J'ai déjà abordé la question dans une autre vidéo sur les choses que j'ai arrêté de faire pour simplifier ma vie, mais comme le sujet est vaste, j'avais envie de vous en parler à nouveau pour vous présenter les habitudes que j'ai décidé de mettre de côté pour alléger ma vie. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En numéro 1, repasser. Il y a quelques années encore, j'accumulais les vêtements après chaque lessive et une fois par 2 semaines environ, je me lançais dans le repassage. Ça me prenait au moins 3 heures de mon temps. J'avais tout de même trouvé le moyen de rendre cette tâche moins rébarbative en écoutant un livre audio en même temps. Malgré tout, c'était une vraie astreinte. Un jour, j'ai arrêté de le faire et honnêtement, pour la plupart de mes vêtements, je ne vois aucune différence. Ça m'a d'ailleurs sensibilisée à choisir des vêtements selon le tissu afin qu'ils ne nécessitent pas trop d'entretien. J'ai proscrit par exemple le lin qui se froisse trop facilement. Je continue ponctuellement de repasser certaines pièces quand elles le nécessitent, surtout pour une occasion spéciale où je veux être bien mise, mais au quotidien, je ne le fais plus et c'est une vraie libération. Une fois sur moi, le vêtement épouse la forme de mon corps et on ne voit plus de plis. Je gagne du temps et de l'énergie. Après des années à être esclave du repassage, je suis contente d'avoir enfin éliminé cette tâche rébarbative de ma vie. En numéro 2, regardez les journaux télévisés. J'en ai déjà parlé, je trouve que c'est important de se tenir au courant de l'actualité, mais j'essaie maintenant vraiment de ne plus me sentir obligée de regarder les journaux télévisés quotidiennement. Ça devient un rituel, on les regarde 2-3 fois par jour. On ne veut rien manquer, on ne veut pas faire l'autruche sur ce qui se passe dans le monde. Mais plus je regarde les infos, plus je me sens détachée et passive. Donc, je préfère y jeter un coup d'œil sur Internet, mais plus me gaver de nouvelles qui vont me mettre dans un état de torpeur plutôt que d'action. Me tenir au courant, mais de façon saine. En numéro 3, regardez la télévision. Dans le même ordre d'idées, je ne regarde plus la télévision depuis quelques années. Je choisis les séries et les films qui m'intéressent et je les regarde en différé. Les télé-réalités, les jeux télévisés ou les émissions de variété ne m'attirent plus. En général, je n'aime pas ce que ce contenu prône et il ne me fait pas du bien. Autrefois, on était dépendant de la programmation de quelques chaînes. Aujourd'hui, on peut choisir à la carte ou dans des catalogues ce que l'on souhaite regarder sans dépendre d'un horaire, sans qu'on nous l'impose, et cela me convient mieux. Tout n'est pas à rejeter à la télévision et sur les chaînes traditionnelles. C'est juste que personnellement, à ce moment-ci de ma vie, je suis saturée et je préfère me tourner vers du contenu qui enrichit ma vie, sans juste m'influencer ou me divertir. En numéro 4, chercher le bonheur. Attendre d'être heureux pour avoir accompli telle chose et d'avoir réglé tel problème. Voilà quelque chose que j'essaie de ne plus faire. Le bonheur n'est pas dans la plénitude, dans la perfection, dans ce qu'on aura pu ou non faire. J'ai éliminé cette quête de ma vie parce que j'ai compris que le bonheur, c'est de simplement être en vie. Bien sûr, on cherche tous à avoir le moins de problèmes possible, mais si on attend de ne plus en avoir, d'être en parfaite forme sans souci de maladie, d'avoir plus d'argent, plus de ci ou de ça, on va attendre toute notre vie. Le bonheur, c'est la vie, en essayant de se la rendre la plus douce possible, mais en acceptant aussi ses imperfections. Ça m'a enlevé énormément de pression de le comprendre et ça me fait prendre conscience de l'importance de chaque moment que je vis. En numéro 5, me plaindre. Le temps et l'énergie que l'on perd à se plaindre dans une journée peuvent être très importants. On peut avoir le réflexe de se victimiser, de trouver la vie injuste. Et c'est vrai que parfois, elle l'est à notre égard. Mais en quoi se plaindre et s'apitoyer sur son sort va changer les choses?
Sans tout refouler, je pense qu'il y a du bon à sortir de nous ce qui ne va pas, ce qui nous rend mécontents, de le verbaliser, mais un peu comme le propose Fabrice Midal en disant qu'on a le droit de se plaindre quelques minutes par jour et c'est tout. J'aime bien limiter mes moments de plainte. J'encaisse un coup dur, ça ne va pas, je l'exprime, mais pas pendant des heures. Il faut aller de l'avant, être dans l'action et ne pas rester dans la réaction. Se plaindre mène au découragement. On reste dans cette énergie négative et on s'ajoute une couche de souffrance. Éliminer la plainte de sa vie, c'est d'aller vers la lumière au lieu de cultiver la morosité. C'est aussi chercher ce qu'il y a de positif dans sa vie au lieu de se concentrer seulement sur tout ce qui ne va pas. En numéro 6, les distractions numériques. Comme jamais dans l'histoire, nos sociétés sont envahies de distractions, notamment numériques, à tel point qu'on pourrait s'en imprégner toute la journée. Mais trop, c'est comme pas assez. Et ce trop-plein fait mal, il me fait mal, il m'étourdit, il me sature jusqu'à me fatiguer. Pour prendre les choses en main, je refuse d'être soumise à cette distraction constante qui passe grandement par les écrans. Je l'ai souvent dit, je mets de la distance entre mon téléphone et moi. Je coupe les notifications et je limite le temps que je passe sur mon téléphone. Quand je suis dans une salle d'attente ou tout simplement dans une situation d'attente, je ne vais pas sur mon téléphone. Je laisse ce vide s'installer. Je refuse cette distraction numérique sans quoi elle finit toujours par obstruer ma vie. En numéro 7, vouloir performer. Je crois que c'est important de faire quelque chose avec tout son cœur, de s'investir dans des projets qui ont de l'importance à nos yeux et de s'appliquer au quotidien dans les activités que l'on fait, même les plus banales, que ce soit cuisiner ou même faire le ménage. Mais ça ne m'intéresse plus d'être dans une optique de performance. Je trouve que c'est vain et qu'on se fait beaucoup de mal à chercher continuellement à se dépasser. En tant que perfectionniste, cela me fait énormément souffrir parce que je fais attention aux détails, mais je sais que c'est sain de m'en détacher. Maintenant, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma santé mentale. Vouloir que tout soit parfait et être déçu quand je n'ai pas les résultats escomptés fait du mal. J'essaie maintenant de simplifier ma vie en faisant de mon mieux, mais en mesurant mes efforts pour préserver mon bien-être psychologique. En numéro 8, être sur tous les fronts. Je me souviens, il y a quelques années, un participant à une télé-réalité québécoise avait dit qu'on n'existait pas si on n'était pas présent sur les réseaux sociaux. Et j'avais trouvé sa réflexion bien triste. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'existent pas si elles n'ont pas de compte sur les réseaux. Elles veulent être partout. Et on peut extrapoler dans plusieurs autres domaines. Vouloir être sur tous les fronts en faisant tout ce qu'il y a à faire, en allant partout, en consommant tout ce qu'il y a à consommer, en voyant tous les films, tous les spectacles. Mais cette pression, on n'est pas obligé de l'accepter. Personnellement, je n'adhère pas à ce mode de vie qui va à l'encontre du minimalisme et je prends beaucoup de distance face aux personnes qui décident de l'adopter. C'est leur choix. Ce style de vie hyperactif peut convenir à certaines personnes, mais plusieurs autres le suivent aveuglément en subissant cette influence. Je pense qu'il faut en prendre conscience et choisir ses combats, choisir comment on veut investir son temps. Pas parce que tout le monde le fait ou nous dit de le faire, mais pour ce que ça nous apporte réellement. Cela implique parfois certaines confrontations. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu n'as pas participé à ça? Mais il ne faut pas céder et rester fidèle avec ce qui nous intéresse vraiment. En numéro 9, rentabiliser. Pour économiser et vouloir gagner du temps, on est souvent en train de vouloir rentabiliser. Et ça a du bon. C'est ce qui nous évite par exemple de faire du gaspillage ou nous fait en effet gagner du temps. On va cuisiner une plus grande quantité pour pouvoir en manger une prochaine fois. On va bénéficier du fait qu'on se déplace à tel magasin pour s'arrêter au bureau de poste en route. Si on n'essayait pas de rentabiliser, ça serait dommage. Mais là où vouloir toujours tout rentabiliser coince, c'est quand on le fait à outrance. On compartimente toute sa vie, on fait du multitâche, on calcule tout pour toujours rentabiliser son temps et son énergie.
Et c'est là qu'on peut dériver. On fait ses appels dans le train pour gagner du temps, sans déjà penser qu'on dérange les autres passagers, mais aussi en se privant du coup de juste apprécier les paysages. On organise une rencontre avec un ami dans un restaurant parce qu'on devait déjà se rendre dans ce quartier ce jour-là pour un autre rendez-vous, et non parce qu'on voulait simplement passer du temps avec lui. Tout devient instrumentalisé. Alors oui, c'est satisfaisant le gain de temps et d'énergie, mais à quel prix? Est-ce qu'on est vraiment présent aux autres et à ce qu'on vit quand on fait juste boucher des trous? J'essaie de ne plus voir mes activités en termes de rentabilité. Quitte à en faire moins, je veux que le temps que je passe à faire quelque chose soit de qualité et non pour cocher une case dans ma liste de choses à faire. En numéro 10, avoir des attentes irréalistes. Finalement, je trouve que c'est important d'avoir des rêves et des objectifs, mais il faut faire attention aux attentes irréalistes qui conduisent inévitablement à la déception. On nous envoie beaucoup de messages comme quoi on peut réussir tout ce qu'on entreprend, que ça ne dépend que de nous et de notre volonté. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Il ne suffit pas malheureusement de travailler fort pour avoir des résultats mirobolants. Avec la maturité, on comprend qu'il y a d'autres circonstances qui entrent en jeu et qu'entre nos attentes et la réalité, il y a tout un monde. Apprendre à gérer nos attentes envers nous-mêmes et les autres permet d'éviter des déceptions en ne sous-estimant pas les défis qui peuvent se présenter en cours de route et en reconnaissant que tout ne dépend pas de notre seule bonne volonté. Je serais curieuse de savoir quelles sont les habitudes que vous avez éliminées de votre vie pour l'épurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!